Lost Highway est certainement l'un des longs métrages les plus mystérieux de l'histoire du cinéma. À chaque fois qu'on a l'impression de l'appréhender, il se dérobe aussitôt. Nombreuses sont les théories qui ont été écrites sur ce film, on en écrit même encore aujourd'hui plus de 15 ans après. Et celles qui me paraissent les plus intéressantes sont celles qui l'abordent avec un regard psychiatrique. En effet, la thématique du dédoublement est centrale dans le film et il peut également lui-même se découper en deux parties distinctes. Il semble donc pertinent de penser aux troubles dissociatifs de l'identité. Et à un de ces symptômes, la fugue dissociative. On pourrait donc interpréter le film ainsi. Fred, torturé par l'adultère de sa femme Renée, la tue. Traumatisé par cet acte, il fuit la réalité en s'imaginant une autre vie, celle de Pete, où il entame une relation passionnée avec Alice, le sosie de Renée. La scène de la mort de Monsieur Eddy est un souvenir refoulé. Ce qui expliquerait l'intrusion de certains éléments de la vie de Fred, la réalité donc, au sein de la vie de Pete. Cette théorie est assez complète et explique la majorité du film si on y réfléchit un peu, en interprétant certains éléments étranges avec un regard psychologique et symbolique. L'homme mystère par exemple. Non pas lui, un peu trop souriant. Cet homme mystère donc. Cet être omniscient qui semble avoir à la fois conscience du crime commis par Fred et de sa fugue dissociative. I'm there right now. What do you mean you're where right now? At your house. Cette phrase peut ainsi être interprétée symboliquement. Chez Fred, signifiant en lui, en son moi profond. L'homme mystère serait donc son subconscient qu'il tente de se cacher à lui-même. D'ailleurs, Fred ne dit-il pas qu'il n'aime pas les caméras car il préfère garder son propre souvenir des choses? How I remembered them. Not necessarily the way they happened. Mais ce drôle de personnage est également la représentation du mal, des pulsions violentes. Lorsqu'il lui apparaît pour la première fois, il vient de laisser sa femme au bras d'Andy. Et vu comment ils se comportent ensemble, il y a de quoi rendre Fred fou de rage. Mais non, il ne dit rien, il intériorise, et l'homme mystère, sa pulsion refoulée, fait son apparition. Juste après, il lui sera présenté comme étant un ami de Dick Laurent, l'amant de sa femme, grand Manitou du porno, que Fred imagine particulièrement violent. Et souvenez-vous de la scène où Monsieur Eddy pète un câble à cause d'un automobiliste qui lui collait le pare-choc. Et ce Monsieur Eddy est bien l'avatar de Dick Laurent dans le monde de Pete. La preuve se trouve en quelques secondes après cette scène, lorsque les deux flics le reconnaissent. You recognize that guy? Yeah. Laurent. L'homme mystère, ami intime de Dick Laurent. Ou plutôt la représentation humanisée des pulsions violentes en général, qu'elles soient celles de Laurent, ou celles de Fred, ou de quiconque. Mais reste cette scène, quasiment à la toute fin du film, la même scène qu'au tout début, mais avec un autre point de vue. Dans cette scène a priori incompréhensible, Fred vient lui-même sonner à sa propre porte, se révéler à lui-même la mort de Dick Laurent, créant ainsi un paradoxe avec cette boucle temporelle qui enferme le film sur lui-même. Dick Laurent is dead. Dick Laurent is dead. Comment expliquer cette scène renversante? Merci. Commençons par le concept. Puisque trouble dissociatif il y a dans le récit, trouble dissociatif il devra y avoir dans la structure du récit. C'est un principe qui permet de provoquer chez le spectateur la sensation d'être au sein même de cette pathologie, de la vivre directement. C'est ce genre de procédé qu'on retrouve de manière plus frontale et blockbusterisée dans le cinéma de Christopher Nolan par exemple. Concernant le récit, Lost Highway est composé de deux segments distincts. Deux personnages principaux, dont Pete qui est amnésique. Normal, il n'a pas de passé puisqu'il a été créé par l'esprit de Fred. Deux histoires différentes avec la même constante, la femme interprétée par Patricia Arquette. Dans les deux vies, elle appartient à un autre homme. Dans le cas de Fred, Renée a choisi son amant et tourne des films porno pour lui, car elle aime ça. C'est d'ailleurs cette image obscène de sa femme qui obsède Fred, l'excite et le dégoûte à la fois. Sa virilité est même mise à mal quand elle lui pardonne d'avoir joui trop tôt. Tout l'inverse de l'amant, le fameux Dick Laurent. Dick, qui veut dire bite en anglais, comme symbole phallique, on ne peut pas faire plus explicite. Fred ne peut donc pas lutter sexuellement contre l'amant de sa femme. Ce sont donc ses pulsions sexuelles frustrées, cet ego castré, qui sont à l'origine des pulsions meurtrières de Fred. Top! Sigmund Freud a théorisé la notion de pulsion, sachant cela quel est le prénom qui se rapproche le plus du nom de Freud. Je vous aide, il faut enlever le U. Antoine, c'est Antoine, il n'y a pas de U dans Antoine. Dans la vie de Pete, Alice est en couple avec Monsieur Eddy, le double de Dick Laurent, que l'esprit de Fred aura transformé en un gros connard violent pour excuser son désir meurtrier. Mais elle n'aura pas choisi d'appartenir à cet homme, puisque cette vie dépravée lui aura été imposée. Dans sa fugue dissociative, Fred trouve une excuse au comportement salace de sa femme, forcé et perverti par Laurent.
Abordons désormais la portion la plus compliquée, la représentation structurelle du trouble dissociatif. En premier lieu, ce qui paraît le plus évident, c'est le sentiment de récit miroir qui apparaît dans le film. Nous avons effectivement deux segments qui semblent fonctionner par opposition. Par exemple, le monde de Fred est essentiellement en lieu clos dans une atmosphère sombre, celui de Pete se veut plus lumineux et majoritairement en extérieur. On a aussi deux personnages qui s'opposent en plusieurs points. Leur personnalité d'abord, introverti et calculateur pour l'un, passionné et réfléchi pour l'autre, mais aussi leur sexualité est en parfait contraste. Même la seule constante du film est pourtant construite par opposition. La brune renfermée et soumise n'a aucun rapport avec la blonde sulfureuse et manipulatrice. Pas si constante que ça finalement. Et t'as jamais tenté de te teindre en blond ? D'un point de vue structurel, nous avons deux facettes d'une personnalité, deux vies, deux histoires étrangement reliées. Nous avons donc des récits opposés, comme sur une bande de papier. Mais le problème, c'est que la structure doit garder un minimum de continuité pour que les deux facettes semblent avoir la même origine. Il faut aussi qu'il y ait un moment où le film twist, passant d'une réalité à l'autre. Ne pas le faire, ce serait s'éloigner du concept de fugue dissociative. Et cela, une structure type bande de papier ne le permet pas, ou alors maladroitement. Alors, comment aborder cela au niveau de la structure même du film ? Avec quelques pastis ? Pour répondre à cette question, Lynch s'est penché sur la géométrie en utilisant le célèbre ruban de Mobius. Oui, non, pas celui-là. Celui-ci. L'intérêt de cette structure, c'est qu'en suivant le chemin créé par l'anneau, on retrouve son point de départ, mais après avoir parcouru les deux faces du ruban et non une seule. Nous avons donc une histoire sans fin, qui laisse apparaître une face, puis une autre, avant de revenir au début. Comme dans le film. L'astuce de cette forme en ruban de Mobius est qu'elle fait perdre toute notion de réalité, tout comme Fred qui s'invente son propre monde avec ses propres codes. En effet, si la transformation de Fred en Pete est le pivot du film, le premier endroit où les deux faces se rejoignent, rien ne dit que ce qui est situé chronologiquement après ne s'est pas en réalité passé avant, puisque la fin du film renvoie à la séquence d'ouverture. Ainsi, le meurtre de Dick Laurent sera commis un peu avant la fin du métrage, et donc juste avant la première scène du film, ce qui sous-entend que le début du film n'est pas le début de l'histoire, rendant floue la notion même de commencement. Il semble d'ailleurs évident que Dick Laurent est déjà mort avant le début du film, car non seulement c'est avec cette annonce que le film s'ouvre, mais en plus le comportement d'Andy lors de la fête appuie cette idée. Lorsque Fred lui annonce qu'il a entendu dire que Dick Laurent est mort, Andy semble désarçonné, et il a l'air inquiet quand il lance pour se rassurer. Dick can't be dead. Who told you he was dead? Le second pivot du récit, juste là, est la scène du désert, où Fred redevient lui-même. Il fuit la caméra de l'homme mystère, cette métaphore du viol de l'intimité qui pourrait révéler l'atrocité qu'il envisage de commettre, faire disparaître sa femme, à l'image d'Alice qui vient elle-même de disparaître sous nos yeux. Cela devient particulièrement évident lorsque l'homme mystère rappelle son vrai nom. Her name is Renee. Il s'en ira alors tuer Dick Laurent, puis rentrera chez lui en oubliant son crime. Lorsque son double à l'interphone lui apprend la mort de Dick Laurent, c'est juste son subconscient qui se déleste de ce poids. Avec le ruban de Mobius, Lynch a trouvé la structure idéale pour échapper au cadre narratif classique du cinéma, à savoir suivre une seule et unique histoire qui a un début et une fin. Ici, le récit est sans fin, et le début impossible à définir. Mais il a aussi trouvé la structure la plus adaptée aux sensations qu'il voulait faire ressentir au spectateur. C'est comme si nous étions face à un trouble dissociatif de l'identité fait film, troublés nous-mêmes face au dédoublement du récit et ce mélange indissociable entre fantasme et réalité qui répond aux besoins cathartiques propres à l'humain, à ses pulsions violentes, sauvages et sexuelles. La scène qui clôt le film se situe hors du schéma de l'anneau de Mobius, hors de la boucle. C'est pour cela qu'il faut l'appréhender de manière symbolique. La fugue dissociative est une fuite de la réalité, et ici la route sans fin, symbole de la structure infinie en ruban de Mobius, est également la métaphore de la fuite éternelle dans laquelle Fred s'est enfermé. La réalité de son crime, malicieusement représentée par la police, le poursuit sans cesse et tente de le rattraper. Allant jusqu'à effacer sa propre identité avec son visage devenant informe, l'esprit de Fred s'en va se perdre dans les méandres de sa folie, nous entraînant, nous spectateurs, le long de cette route perdue. Ouf, c'est fini. Merci.
Antoine, c'est Antoine, il n'y a pas de U dans Antoine.